Bonjour à vous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil pour cette nouvelle vidéo qui sera ma première vidéo de news. Donc elle me servira évidemment à parler des news photographiques de la semaine souvent, mais là je vais peut-être parler un peu plus de ce qui s'est passé dans la semaine précédente vu que c'est ma première vidéo de news du moins sur cette chaîne. Et du coup ça me permettra aussi de parler en intro des vidéos à venir et des vidéos que je pourrais faire si vous êtes intéressé. Donc il faudra le mettre dans les commentaires. Et donc on va commencer tout de suite. Alors il y aura bientôt une vidéo sur le VG-C3EN. Donc si vous ne le savez pas, c'est le grip pour Sony A7 III, A9 et A7 R3. Après, si vous voulez upgrader pour évidemment le A7R4 et le A7 II, voilà, le A9 II pardon, eh bien il faudra prendre la version 4 bien évidemment. Et donc, si vous voulez parler un peu de ça, c'est que pour moi, il me semble que c'est le meilleur grip qui existe, et donc j'expliquerai pourquoi. Et donc, pour suivre avec ça, j'ai acheté ce L-bracket Small Rig. Donc si votre raison pour jamais mettre de grip sur vos appareils photo, c'est parce que c'est compliqué de trouver un L-bracket pour votre appareil photo, et bien sachez que celui-là sera vraiment très bien. Alors l'avantage qu'il va avoir par rapport à d'autres produits Small Rig, donc voilà, vous avez ça. Donc, je ferai une vidéo là-dessus, donc je vais pas vraiment m'étendre sur le sujet. C'est que cette partie-là s'enlève, donc ça reste vraiment utilisable uniquement pour faire de la photo, mais accessoirement vous pouvez l'utiliser pour faire de la vidéo. C'est pas vraiment une cage non plus, donc si vous voulez vraiment faire un truc juste pour la vidéo, on prendra plus une cage que ça. Mais voilà, c'est plutôt intéressant de ce côté-là. Vous ne perdrez pas votre la poignée d'appareil photo correctement sans avoir une pièce de métal à côté. C'est ça qui va être intéressant avec ça. Donc je ferai aussi une vidéo là-dessus. Donc éventuellement un jour, j'ai toujours la flemme de le faire. Du coup c'est pour ça que j'ai jamais testé la Cross Neopan 102, donc qui est une pellicule au format 120 Fujifilm dans mon Mamiya 645. Et donc éventuellement si ça vous intéresse, je ferai une vidéo là-dessus sur comment mettre une pellicule de 120 dans ce Mamiya 645 Pro TL, mais c'est plutôt toujours la même chose, donc je vous expliquerai les particularités si vous avez jamais utilisé de 120 ou de dos d'appareil photo comme ça. Et après ça se passe pratiquement tout le temps de la même façon, donc il suffit de le montrer là-dessus pour que vous soyez capable de le faire sur du 6.7, sur du 6.6 ou tout chose dans le genre. Ce qui changera, c'est certaines choses en fonction des marques, et c'est tout ce que j'avais à dire sur les vidéos qui vont arriver. Donc maintenant on va passer au matériel. Donc sur les premières news, je vais sûrement pas parler de logiciel, peut-être que ça arrivera un jour, notamment parce que maintenant je vais avoir un nouvel ordinateur qui va me permettre de pouvoir faire plus de choses de ce côté-là. Et donc on va parler des news matos. Il y en a beaucoup en ce moment, on est abreuvé de nouveaux appareils photo, et donc on va commencer ici avec le Panasonic S5. Donc à la différence des autres qui avaient choisi une architecture vraiment réflexe assez grosse avec plein de boutons partout, le S5 ressemblera plus à un A7, et donc il va avoir des choses vachement intéressantes par rapport au S1. À savoir que même par rapport à d'autres appareils photo, il va pouvoir faire du 4K en 60 images par seconde en 10 bits. L'avantage par rapport aux autres capteurs 24 millions de pixels, puisque ce sera le même capteur que dans le S1, peut-être un peu amélioré pour avoir des meilleures performances, puisque c'est un appareil photo plus récent, mais il reprendra basiquement les mêmes capteurs que pouvait avoir le Z6 et le A7 III, le S1 aussi. Mais évidemment avec l'architecture de Panasonic, parce que comme vous le savez, pour faire l'autofocus de phase, il faut extraire des collimateurs, donc le compte de mégapixels n'est pas exactement le même en fonction des marques, et les capteurs ne réagissent pas exactement de la même façon. Par exemple, le Z6 va faire du banding dans les hauts ISO, dans les ombres, ou même en posant, dans les situations particulières, il va faire du banding.
Ce qui va y avoir d'intéressant du coup par rapport aux autres 24 millions de pixels, le S1 compris, c'est que c'est le premier à avoir un mode pour haute définition où vous pourrez stacker 4 photos pour avoir une définition beaucoup plus grande. J'ai pas fait le calcul de ce que ça allait donner, mais c'est plutôt pas mal puisque c'est un mode réservé souvent aux gros capteurs, alors que ça servirait au final mieux dans des petits capteurs parce que ça vous permettrait, moyennant d'avoir un pied, d'avoir une photo haute définition avec un capteur qui n'est pas aussi défini par exemple qu'un A7R4 et qui fera évidemment du coup une photo aussi définie moyennant le fait que vous soyez sur pied. Un des trucs qui est un peu bon, c'est fait pour être moins cher qu'un S1, je crois qu'il est au même prix que le A7C, donc c'est 2100-2099 € en Europe, parce qu'il sera pas au même prix en Amérique. On a le viseur de l'A7 III. Alors le groupe optique je ne sais pas, mais niveau définition, c'est surtout là où je trouve que le viseur du A7 III est un peu limite. C'est encore, oui, vous pouvez prendre des photos avec, vous avez une vision plutôt claire de la scène, même si forcément peut-être pas les contrastes ou les ombres sont vraiment bien rendues dans le viseur. Le problème c'est lorsque vous allez visionner vos photos. Sur le Sony, je sais qu'elles sont nettes, donc je lui fais confiance, mais c'est beaucoup plus compliqué par exemple à voir que sur le Z6 qui, même s'il a un autofocus plus primitif, il arrive très bien à faire la mise au point, mais c'est très très bien confirmé par un viseur très clair et vous allez voir ce que vous prenez en photo. Sur le S5, je sais pas comment le rendu des couleurs sera. Ce sera pas le meilleur viseur qui existe, mais bon, pour le prix et pour les facultés qu'il va avoir, rendant limite obsolète le S1, ça reste un très très bon appareil photo. Ce qu'il va avoir d'intéressant aussi, c'est cet objectif de kit 20-60 qui pour moi est la meilleure optique de kit qui ait jamais existé, puisqu'on a les 20 mm qui reste un standard de grand angle et à moins de vouloir vraiment un truc comme 12 mm, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir beaucoup plus. Si on a cette optique de kit, on peut vraiment faire beaucoup de choses et on peut notamment se filmer en vlog. Bon, après ce qui est dommage c'est Panasonic, et c'est ça le problème de chaque appareil photo, c'est qu'il y a dans chaque marque un problème identifié et il faut choisir son problème et vivre avec, choisir sa maladie. C'est que l'autofocus des Panasonic n'est pas super. Néanmoins, il est, semble-t-il, meilleur que sur le Panasonic S1, S1R, S1H. Mais par contre, comme c'est du logiciel, ils vont finir à la fin de l'année par avoir la même évolution que ce S5. On passe maintenant au Nikon Z5 qui, il est déjà sorti depuis un moment. Il est d'ailleurs sorti, je pense, même s'il a été annoncé après, que Nikon n'a pas vraiment, beaucoup fait parler du Z5. Il a été annoncé après le R6 et le R5 et au final il est en vente maintenant déjà avant le R5 et le R6 parce qu'on peut déjà le trouver sur Amazon sans problème. Donc au final c'est un Z6 avec un capteur un peu moins performant, c'est à peine perceptible, il a un stop de moins en ISO, mais au bout d'un moment aller aussi loin en ISO c'est un peu... Voilà, et surtout avec le problème de banding qu'avait le Z6, apparemment, selon certaines reviews, je resterai quand même, je me limiterai à dire que certaines personnes l'ont dit, enfin une personne l'a dit, le banding est moins, voyant sur le Z5 que sur le Z6. Alors, basiquement, la différence qu'il va avoir, c'est physiquement, la molette remplace l'écran, donc ça fait un peu moins cher, et il y a une partie du grip, donc la partie un peu douce qui manque de ce côté là, et c'est basiquement tout ce qu'il y aura de différent. Un écran un peu moins défini mais le même viseur, et ça c'est une bonne surprise parce que c'est un viseur vraiment très très bon, peut-être un petit peu plus flou que ce qu'on pourrait trouver sur un Sony ou sur un Fujifilm, mais du coup on a rendu beaucoup plus naturel, et par rapport par exemple au A7 III on ne voit pas les pixels, ce qui est vraiment un problème sur le A7 III. Après, on va avoir une nouvelle batterie, semble-t-il qu'elle puisse se recharger, peut-être que je dis une erreur, dites-le moi si je dis une erreur, qu'elle peut se recharger avec l'appareil photo allumé. Donc ça c'est plutôt intéressant de ce côté-là, elle est compatible avec le Z6 et le Z7.
donc c'est la version C de l'EN-EL15. Après, on aura évidemment ce 4K en crop 1.7 à 8 bits et évidemment pas de possibilité d'avoir le RAW et pas de possibilité d'avoir d'évolution dans la qualité, semble-t-il, avec un Atomos. Mais moi, ce qui me pose un peu de problème avec cet appareil photo, c'est que c'est basiquement un Z6. Et c'est pas un problème en soi, c'est que pour moi, en termes de autofocus et d'évolution du firmware, il est arrivé à sa limite. Pour moi, on ne pourra jamais faire évoluer plus l'autofocus du Z6 que ça, et donc le Z5 restera coincé avec cet autofocus qui est pas mal, mais qui reste quand même moins bon en lumière normale, vraiment moins bon que le Sony, même si en basse lumière il sera peut-être un peu meilleur. Je ne sais pas pour le Z5, mais pour le Z6 en tout cas, puisque comme il y a ce presque stop de différence, un petit peu moins en qualité, il se peut que le capteur accumule moins bien la lumière que le Z6, et donc peut-être que l'autofocus en basse lumière s'en ressent. Mais du coup, pour moi, le CPU du Z6 était déjà limité lorsqu'ils ont fait la version 3 du firmware, et donc le Z6 a besoin, et le Z7 a besoin d'une évolution, donc j'espère que le Z7S et le Z6S arriveront bientôt pour rassurer les gens sur la qualité que pourraient avoir les nouveaux Z, notamment un Z professionnel, parce que comme on va le voir, Nikon va lancer ou a lancé des objectifs qui sont vraiment plutôt pas mal. Donc on a enfin le 70-200 qui est arrivé parce qu'il était annoncé il y a très longtemps. Il est vite fait, enfin il existait, mais il est jamais sorti avant quelques semaines là. Et donc enfin les gens ont la possibilité d'avoir leur 70-200 S. Donc il n'est pas plus petit qu'une version, et c'est basiquement la chose qui est assez marrante ou étrange pour les Nikkor S, monture Nikkor Z. Voilà, c'est qu'ils vont pas être plus petits que leur contrepartie réflexe, ils vont être bien meilleurs optiquement, notamment sur les bords. Après il y a des gens qui disent que la différence n'est pas assez grande pour que par rapport à toutes mes optiques réflexes, même si c'est pas forcément les meilleurs, je vois quand même la différence, où voilà, où le Z6 arrive quand même à bien mieux exploiter même les optiques réflexes, bon ça n'a rien à voir. Et donc voilà, on a aussi le téléconvertisseur 1.4 et 2 qui sont sortis. Et ce qui est marrant, c'est que pour l'instant, il ne marche que sur le 70-200, parce que à quoi ça sert de lancer des convertisseurs qui n'iraient pas dessus, à savoir que généralement ça ne va pas sur les 70-200. Il y a une discussion dessus sur savoir est-ce que ça ira sur d'autres objectifs ou est-ce que ceux-là seront cantonnés à aller sur le 70-200. Si c'est juste pour ça, moi je vous conseille pas de les acheter parce que ça est quand même très très cher. Ils sont pas donnés, je crois qu'il y en a un qui vaut 600 balles, le 2. Donc voilà. Après, ce qui va être très intéressant du côté des nouveautés de chez Nikon, c'est qu'ils ont enfin leur 50 mm 1.2 et ils vont en faire un 14-24 2.8. Bon, ce qui est dommage avec le 14-24, c'est que maintenant Sony fait mieux avec un 12-24 et comment dire, au final, ce qui est dommage, c'est que maintenant l'avantage que pourrait avoir la stabilisation, au moins en vidéo, comment dire, est un peu perdu. Il y a un léger crop, mais Sony nous a montré que en réduisant légèrement la taille du capteur électroniquement, ils peuvent faire en sorte que la stabilisation mécanique soit bien meilleure, et montrent qu'ils sont pas du tout mauvais en stabilisation, c'est juste que, comment dire ça, ils étaient limités par la monture, donc ils ont trouvé un moyen de bypasser ça. Et donc le problème, c'est qu'on a cette monture large, mais Nikon n'a fait qu'un 14-24. Donc ce qui est assez bizarre, c'est que même si le 12-24 est peut-être sorti avant ou après qu'ils aient commencé à designer le 14-24 de 8, et le Nikon, je pense qu'ils savaient forcément que Sony allait sortir ce 12-24, et donc soit ils n'ont pas assez d'argent pour retravailler dessus, mais quand même, il va avoir quand même des avantages ce 14-24, parce que c'est le seul 14-24 qui va avoir la possibilité de mettre un filtre dessus, à savoir que ce qu'ils ont réussi à faire, c'est une lentille beaucoup moins énorme, donc ça sera mieux pour éviter les chocs, donc vous pourrez mettre un filtre devant, et en fait ça agit basiquement, en fait vous avez quand même le pare-soleil en pétale, mais vous pouvez mettre un filtre directement dessus, donc c'est plutôt agréable. On aura aussi deux pare-soleil, vraisemblablement
des gens se demandent si c'est pas pour en APS-C et en plein format. On verra ça. L'optique, elle n'a pas l'air si grande que ça au final, mais niveau prix, ce sera pratiquement pareil que le 12-24 Sony. Encore un petit problème du côté du Nikkor S. Donc voilà. Pour le 50 mm 1.2, et c'est pour ça que moi je n'aime pas ces optiques trop ouvertes. Je sais pas pourquoi j'ai un problème avec ça, j'aime pas les grosses optiques. J'ai déjà dû me pousser au cul pour dire ces optiques Z, ou même par exemple le 20 mm 1.8 que j'ai sur le Sony A7 III là. Je veux dire, c'est des grosses optiques, mais voilà. Ça me dérange pas pour un téléobjectif, puisqu'on est obligé d'avoir ça, mais je préfère mieux en taille d'avoir un 35 mm 2.8 qu'un 35 mm 1.4. Et donc ce 50 mm 1.2, je disais du Canon que je le trouvais vraiment trop gros, mais l'avantage du Canon c'est qu'il est moins long. Alors que là, on aura littéralement une optique de la taille du 24-70 de 8 qui est pas petit non plus. Donc le prix aussi devrait être énorme, et c'est aussi ça qui me, rebute un peu à acheter des optiques très ouvertes comme ça pour avoir un petit peu d'avantage par rapport à 50 mm 1.8, et le 50 mm 1.8 Z étant vraiment très bien, du moins en termes de piqué. Et ben voilà, ça pose un peu pour moi des problèmes, mais au moins la gamme évolue. Il faudrait juste des appareils photo pour faire taire les choses comme quoi c'est moins bon en autofocus que Sony et maintenant Canon avec ses R5 et R6 qui arrivent à faire quelque chose qui est vraiment mieux que Nikon, alors qu'avant ça pouvait se discuter. Le Z6 reste vraiment pour moi une référence en autofocus vidéo, parce que par exemple là le A7 III, si je l'avais pas mis en mode large, mon détecte mon visage des fois c'était parce que là j'ai vraiment mis un stop de compensation d'exposition parce que c'est assez sombre, alors que j'ai tout allumé dans la chambre là. Alors que le Z6 aurait eu aucun problème à me détecter là-dedans. Alors pour moi c'est un mystère comment Nikon fait pour avoir un très bon autofocus en vidéo et qu'il soit pas forcément très bien optimisé en photo. Mais voilà, donc on va passer aux news suivantes. Donc le R5 et le R6, bon, ils font parler d'eux toujours en bien comme en mal. C'est l'histoire chez Canon, c'est qu'en général on a besoin de dire mais c'est bien, mais après mais c'est pas bien. Et puis c'est aussi une histoire qu'entretient assez bien Canon, puisqu'ils limitent leurs appareils photo pour certaines raisons particulières, soit mettre en avant d'autres produits, soit parce que voilà, ils veulent que la génération d'après ait quand même des avantages par rapport à celle que vous avez aujourd'hui, même si ils ont eux un avantage technologique et qui pourraient montrer bien plus que ce qu'ils font. Bon, le R5 et le R6 restent des petites pépites technologiques, mais et on s'est aperçu que les limites de surchauffe n'étaient pas vraiment handicapantes pour l'appareil photo. Pardon, je vais tourner un peu. Et que c'était surtout Canon qui faisait en sorte de limiter l'enregistrement. En fait, c'est juste l'appareil photo qui lui-même calcule le temps d'enregistrement suivant les différents formats, qui va vous laisser plus ou moins faire de temps, même si l'appareil photo n'est pas en plein soleil, ou c'est déterminé électroniquement, et qu'il fasse chaud ou pas chaud, l'appareil photo s'arrêtera à peu près au même moment, ce qui est un peu dommage. Et donc cette limitation est donc artificielle, ce que ne faisait pas Sony, puisque des fois les Sony devenaient vraiment très chauds, et chez Sony vous avez quand même aussi cette option, sur certains ou sur les plus vieux, de faire en sorte d'enregistrer un peu plus malgré la limite de chaleur atteinte. Donc voilà. Et donc pourquoi serait là cette limitation? Il semble que comme Canon va finir par lancer sa caméra avec des objectifs RF en 8K, le R5 restera un espèce d'appareil d'appoint pour ceux qui veulent juste l'avoir dans les mains 3 secondes et pouvoir se balader avec. Mais ça reste quand même très limite le temps que vous pouvez enregistrer avec, même après le nouveau firmware qui vous donne à peu près 5 minutes de plus à chaque fois en enregistrement.
Ce qui est apparu aussi, c'est qu'il y a des limites ergonomiques. Bon, il y en a qui sont plus gênantes que d'autres. Il y a les paramétrages de base qui sont typiques à Canon, et donc si vous voulez l'utiliser comme un appareil photo d'aujourd'hui, il faudra comment dire, changer plein de trucs, comme par exemple la sélection autofocus de base ne se fait pas sur le joystick, il faut appuyer sur un bouton et après bouger le joystick. Bon, ça change assez rapidement, et ça a toujours été comme ça chez Canon. Et c'est là où j'ai toujours été étonné, par exemple, si c'est chez Nikon ou chez Sony, surtout chez Nikon, puisque Sony c'est à vous de vraiment tout, enfin paramétrer tout l'appareil photo. C'est que dès la sortie de la boîte du Z6, il avait pris en compte toutes les évolutions qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Par exemple, comme on a l'écran à l'intérieur et qu'on peut voir les photos dessus, on a pu le visionnage, comment dire, sur les réflexes, à chaque fois que vous preniez une photo, vous aviez le visionnage sur l'écran arrière, mais vous pouviez, en restant dans le viseur, continuer à prendre des photos. Tandis que là, ils ont enlevé ça, et c'est une approche totalement moderne, c'est d'évolution de l'ergonomie dans les appareils photo, et Canon reste sur leur vieille façon de marcher, et c'est pas un problème, c'est juste qu'il faut apprendre et bien connaître l'appareil photo pour pouvoir le régler correctement de ce côté-là. Après, juste une petite pique pour ceux qui disent oui, ça a vraiment bien l'ergonomie Canon. Si vous savez là, ça là, cette molette là. D'ailleurs, cette molette, ce qui est assez étrange, c'est qu'on voit ça chez Sony, donc elle est à côté de la compensation d'exposition, mais c'est un truc qui est complètement de chez Nikon. Non, je l'ai pas là, mais par exemple, c'était déjà sur le F90, donc la molette vraiment qui ressort du boîtier. Et typiquement, ça a toujours été un truc de Nikon depuis les années 90, voire même le F4, donc fin des années 80, d'avoir la molette avant pour l'ouverture et la molette arrière pour la vitesse, ce qu'a pris Sony en mélangeant avec la roue Canon, ce qui vous permet notamment, et ça que j'aime bien, c'est d'avoir l'ouverture, la vitesse et les ISO sans avoir à toucher un bouton. Je mets tout le temps les ISO derrière, puisque comme il faut bouger le pouce, c'est le paramètre que vous allez le moins changer, donc voilà. Mais du coup, les Canon ont pris du Nikon. Voilà. Après, c'est une petite remarque. Et de ce côté-là, ils ont bien fait leur jeu, puisque le R5 est un peu mieux que le R6, puisque vous pouvez régler de base derrière. Bon, vous choisissez, je crois que chez Canon ils changent un peu l'ergonomie, mais vous pouvez quand même choisir la vitesse derrière, mais vous pouvez, en appuyant sur mode, choisir les modes directement via la molette, ce qui est beaucoup plus pratique que le R6 où il y a cette molette comme il y aurait chez Sony ou chez Nikon. Voilà, donc je suis un peu parti loin. Donc en termes de limitation ergonomique, donc si vous voulez aller voir la vidéo de Damien Bernal, il en parle, parle de tous les défauts qu'il a vus. Je vais en sortir deux. Il y a par exemple la mesure spot se fait toujours au centre, vous pouvez pas la caler sur le collimateur autofocus. Chez Sony il vous le demande, chez Nikon il le fait automatiquement je crois, il vous le demande pas. Chez Fuji il vous le demande. Mais chez Canon ça reste au centre, c'est un petit peu problématique, et donc ça rend ces modes là un peu chiants à utiliser, parce que ça, ça fait en sorte que vous utilisez, ça s'appelle, l'AEL, mais vous ne devriez pas avoir à le faire, vu que vous avez plein de collimateurs et vous pourriez le mettre sur n'importe lequel. Et aussi, bon, il y a bien qu'il y en ait d'autres, et si vous voulez aller voir la vidéo de Damien Bernal, vous avez juste à chercher, bon, je la mettrai peut-être en description, mais si je la mets pas, vous cherchez Damien Bernal, et puis vous la trouverez, R5, R6, c'est que, à partir du moment où vous arrivez à 50% de batterie, les performances, notamment en rafale, sont abaissées sur le R5 et le R6, et vous n'avez pas d'option, comme sur Fuji, de laisser ou de mettre un mode boost ou la batterie part plus vite, mais vous avez quand même toute la performance de votre batterie jusqu'à 0%. Voilà. Donc c'est un peu dommage, on va dire, de ce côté-là. Ce qui est aussi ressorti comme rumeur et qui serait totalement possible par Canon, c'est de faire un R5S vraisemblablement, ou SR ou je sais pas quoi, qui aurait 90 millions de pixels, donc on le verrait pas encore tout de suite, mais sûrement l'année prochaine s'il venait à exister.
Après, ça reste un appareil photo vraiment très spécifique. Je pense que c'est pour vraiment faire taire les gens qui vont dire que le A7R4 est toujours meilleur que le R5 puisqu'il a plus de définition. Voilà, mais la seule question que je me pose, c'est que c'est vraiment un appareil photo qui sera vraiment dédié à une tâche spécifique. C'est vraiment imprimer des murs entiers ou des photos de très très bonne qualité en A2. Parce que, si vous le savez pas, plus vous avez de définition sur un capteur, moins c'est facile de rendre bien les détails sur des affichages web. Donc dans tous les cas, vous aurez besoin de les remettre à une définition beaucoup plus petite pour que ce soit facile à regarder sur Instagram ou sur des sites de photos où vous partagerez vos photos. Voilà, tout simplement. Mais ça reste assez bien et ça continuera de dynamiser le marché de la photo et permettra peut-être à Sony de se bouger encore plus le cul pour nous donner des bons appareils photo. Et donc voilà, on va parler aussi du coup de Sony. J'avais fait une vidéo bien évidemment sur le A7C, donc où je rentre en détail dedans et je dis qu'il n'est pas forcément très utile. J'ai vu d'autres vidéos depuis parlant de ce A7C, de gens qui l'ont vraiment utilisé. Ce qui ressort, c'est qu'il est vraiment il est un peu meilleur que le A7 III en vidéo, notamment parce qu'il y a des petites touches qui ont été rajoutées qui sont vraiment pas mal. Ils ont réussi à tirer du capteur deux ISO natifs en S-Log un peu meilleurs, à savoir ISO 500 et l'ISO 4000 ou je sais plus combien, parce qu'avant c'était 800 et 5000. En fait, on avait deux ISO natifs et quand on passait à 5000 ISO, on avait moins de bruit par exemple qu'à 4500, que certains ISO en dessous. Et donc voilà, là le A7C sera vraiment meilleur si vous faites de la vidéo de ce côté-là. Après, il n'y a pas de limite, et ça j'en avais pas parlé, il n'y a pas de limite en enregistrement, donc ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Vous pourrez enregistrer sans problème. Par contre, il y a peut-être un peu la limite de de la surchauffe du boîtier. Alors il faudra voir suivant les tests comment ce boîtier va marcher. Après, ce qui semble intéressant, par rapport à ce qu'il embarque et comment il rend tout ça, c'est que par exemple la FZ100, on pensait, d'ailleurs elle n'est pas du tout placée comme je l'ai dit, elle est quand même dans le grip, mais comme l'appareil photo est beaucoup plus épais et que la carte est de l'autre côté, elle rentre parfaitement. Du coup, ça montre que sur ce petit boîtier qu'est l'A7, on pourra encore avoir plein d'évolutions technologiques et que comme Sony arrive à encore miniaturiser le boîtier et avoir quand même des très bonnes facultés à l'intérieur, et ben ça n'augure que du bon pour un A7 IV ou pour un A7R5 ou un A9 III ou n'importe quoi d'autre. Et donc c'est ça qui est intéressant avec ce modèle, c'est que ça préfigure d'un futur qui est plutôt pas mal du côté de chez Sony. Alors ce que j'avais dit aussi et qui est faux, c'est que au final, même s'il a hérité de l'écran orientable du A7S III, la dalle elle-même reste celle du A7 III, donc une micro dalle avec des fonctions tactiles limitées et qui font que l'autofocus est très facile. Enfin, non, justement que changer de collimateur est très compliqué avec, puisque quand moi je l'ai d'activer sur la A7 III, c'est un enfer de réussir à mettre le collimateur que vous voulez. Ça va normalement plus vite qu'avec le joystick, et c'est ça l'intérêt, mais ça lag et en plus c'est pas précis. Enfin, votre pouce, j'ai jamais réussi à avoir quelque chose de correct avec. C'est pas le tactile de l'écran d'un téléphone portable par exemple. Donc voilà du côté de cette A7C. Je sais pas si j'ai d'autres choses à dire dessus, je ne pense pas. Donc au final, même si j'en ai dit du mal et que c'est pas un boîtier qui m'intéresse personnellement, et ben ça reste quand même quelque chose qui pourrait être très intéressant pour vous si vous arrivez sur la gamme que vous voulez avoir quelque chose de vraiment petit, parce que même si pour être performant il faudra des grosses optiques, c'est vrai que si vous mettez par exemple un Samyang 35 mm de 8 ou même le Zeiss 35 mm de 8, ça sera un boîtier qui sera vraiment très compact, un petit peu plus gros évidemment qu'un A6600. Je pense qu'il a gagné genre 2 ou 3 mm en épaisseur, mais bon voilà. Et donc on va finir cette vidéo sur une optique qui peut être intéressante ou pas. Moi
me fait de l'œil, sans forcément que j'y pense non plus beaucoup, c'est le Samyang 35 mm 1.8 pour monture Sony. Donc on avait déjà le 35 mm 2.8 qui est vraiment très petit, construit vraiment de la façon la plus cheap qui existe, mais il était vraiment très petit et optiquement pas mauvais du tout. L'autofocus en vidéo n'est pas terrible comme sur la plupart, ou même toutes les optiques Samyang, mais on reste avec quelque chose qui coûte 238 €, enfin je crois que c'est dans les 230 € au plus bas. Je crois que j'ai trouvé ça sur un site où tout le monde va. Et donc on a un 35 mm 1.4 qui est autour des 500-600 €, mais qui est vraiment énorme pour le coup. Et donc vous avez entendu parler des optiques énormes. Voilà. Et donc ce qui est bien avec ce 35 mm 1.8, c'est que ça viendra entre les deux, donc dans les 350-400 €, avec une optique qui ne devrait pas être beaucoup plus grosse que... je l'ai pas là. Non, il est trop loin. Si, là. Je pense qu'elle fera la taille. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Qu'elle fera la taille du 50 mm 1.8. C'était du silica gel que j'avais dans le bouchon d'objectif. Super. Enfin bref. Et donc ça pourrait être une optique assez séduisante. Moi j'aime bien les optiques 1.8 puisque c'est un bon compromis entre la compacité et l'efficacité en basse lumière, notamment en photo d'étoiles. Cette optique fait des merveilles et le 20 mm 1.8 évidemment fait des merveilles. Il faudra que je le teste quand je ferai le test sur le Z6 aussi, donc il faudra que je m'achète la bague d'adaptation t-shirt. Et donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour ces news. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, évidemment n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, discuter entre vous. Soyez évidemment courtois. Moi je trouve que ça sert à rien d'aller sur YouTube juste pour défoncer les gens, juste comme ça pour s'amuser. Et donc vous pouvez aussi vous abonner. Et moi je vous dis salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.